Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine, une excellente journée et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 57 de Mariage Engagé. On continue avec la découverte de tout ce qui change dans le podcast avant la reprise officielle qui aura lieu le 3 mars, donc non plus que quelques jours maintenant. La dernière grande surprise, puisqu'il va y encore avoir quelques petites modifications que je vous présenterai le moment venu, c'est donc, vous l'avez entendu, le tout nouveau jingle qui a été créé par l'incroyable équipe d'Into the Wave. Franchement, merci beaucoup à eux, car le résultat est juste incroyable. J'adore vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment compris ce que je souhaitais et apparemment ça a été très inspirant pour eux. Donc je leur remercie beaucoup d'avoir accepté ce projet. Je suis vraiment contente de leur avoir fait confiance et d'avoir maintenant ce jingle qui claque et qui, j'espère, vous plaira, puisque en tout cas moi c'est ce que je voulais. C'est vraiment le jingle, le ton qui pour moi représente le podcast le mieux et représente la direction vraiment que je veux amener avec le podcast cette année. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, que vous l'aimez autant que moi et que vous aurez du plaisir à l'écouter à chaque nouvel épisode. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler en long, en large et en travers de mon nouveau jingle, mais on est avant tout là pour le 3e épisode de l'émission L'Instant Pop Culture, l'émission qui mélange mariage et pop culture. Car, comme vous le savez, j'imagine, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin, fête des amoureux pour les uns, fête commerciale pour les autres. Bon, évidemment, on n'est pas là pour parler de ce que moi, je pense de la Saint-Valentin, mais j'ai quand même voulu profiter de cette occasion pour sortir un épisode spécial Saint-Valentin, un peu comme j'ai pu faire il y a quelques mois avec Halloween et les films d'horreur qui parlent de mariage qui se passent plus ou moins bien, spoiler, surtout mal. C'était en 2 parties, je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez avoir un aperçu de ce à quoi ces épisodes ressemblent. Et donc, le thème de l'épisode du jour, de l'émission du jour, portera donc sur les plus beaux films romantiques que j'ai vus. Alors, évidemment, c'est une question qui est large, j'aurais pu parler des films, il y a des jeux vidéo aussi avec des histoires d'amour qui sont juste incroyables, j'aurais pu parler de livres aussi, mais il y a tellement de trucs, surtout dans cette dernière catégorie, que je me suis dit que si je voulais pas faire un épisode de 3 heures, fallait que je me centre uniquement sur un sujet, et c'est pour ça que j'ai choisi le cinéma, les plus belles histoires d'amour qu'on a au cinéma. En tout cas, de mon point de vue, et qui sait, peut-être que l'année prochaine, je ferai un épisode spécial pour les livres, mais cela dit, avec tous les livres que j'ai lus ces derniers mois et tous les livres que je pense que je lirai ces prochains mois, merci à l'abonnement Kindle par hasard, je sais pas si ce sera réalisable ou si j'arriverai seulement à faire un choix parce que j'ai vraiment lu des trucs qui étaient incroyables ces dernières semaines. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de films. Et je tiens à préciser, petit disclaimer, donc avant de commencer, c'est une liste qui évidemment est personnelle. Voilà, c'est quelques-uns des films que j'ai le plus appréciés et dans lesquels il se trouve qu'il y a une histoire d'amour juste incroyable dedans. C'est pas du tout une liste qui est censée être objective, j'ai pas la prétention de faire la liste ultime des films d'amour qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, parce que je sais qu'il y a plein de films d'amour que certains considèrent comme étant indémodables et que je n'ai encore jamais vu. Donc avant qu'on vienne me dire « Oui, mais t'as oublié tel film, t'as oublié tel truc, t'as pas parlé de tel truc », je reprécise que c'est ma liste, c'est ma version, c'est mes films à moi que j'adore et que je recommande les yeux fermés si vous souhaitez une belle et formidable histoire d'amour. Donc, il est fort possible que j'ai oublié des films, oui, parce qu'évidemment, il faut que l'épisode reste court. Voilà, j'avais pas l'ambition de faire un épisode hyper long non plus. Mais
Et avant tout, il y a sans doute des films que beaucoup considèrent comme étant indémodables et que je n'ai pas encore vus. Donc je préviens qu'il n'y aura pas Love Actually dans cette liste, il n'y aura pas N'oublie jamais, il n'y aura pas Le secret de Brokeback Mountain parce que je ne les ai pas encore vus et que je ne me mets jamais la pression pour regarder des films. Je regarde quand j'en ai envie et surtout quand je sens que je suis d'humeur pour regarder un certain type de film en particulier. Et donc, pour les plus puristes des plus puristes, je ne parlerai pas non plus d'Autant en emporte le vent, puisque je l'ai vu, et que pour moi, c'est un film aussi romantique qu'Avengers est un film d'horreur. Voilà, encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et dernier petit point, donc avant de commencer, contrairement aux 2 épisodes que j'ai pu faire sur les films d'horreur, je n'ai pas mis dans cette liste de films que je considérais comme étant nuls, puisque le but c'est de parler de films bien, de films que j'adore et d'histoires d'amour que j'adore et que je regarde encore et encore sans aucune hésitation. Mais je parle quand même de films qui sont assez tristes, voilà, sur la moitié de la liste, il y a une moitié de films qui sont joyeux, qui se terminent bien, et une autre moitié où, c'est pas trop le cas. Mais de toute façon, je vais garder cette liste aussi vide de spoilers que possible, et si jamais un ou deux spoilers se glissent, je ferai en sorte de vous prévenir avant pour que vous puissiez passer directement à la partie sans spoiler si jamais vous n'avez pas encore vu le film et que vous souhaitez le voir. Et donc, on va commencer tout de suite avec le premier film de cette liste qui n'est d'autre que Moulin Rouge. Et donc, encore un truc que je n'ai pas précisé mais que je reprécise maintenant, ce n'est pas une liste qui est classée selon mon ordre de préférence, voilà, j'ai fait cette liste dans l'ordre dans lequel je l'ai pensé, mais ça ne m'empêchera pas de vous dire quels sont mes films préférés parmi cette sélection, mais dans tous les cas, j'adore tous ces films. Et l'un d'entre eux étant Moulin Rouge. Moulin Rouge qui est un film du coup de Baz Luhrmann avec notamment Ewan McGregor et Nicole Kidman qui est sorti en 2001 et qui donc en quelques mots raconte l'histoire de Christian, donc qui est joué par Ewan McGregor qui s'installe dans le quartier de Montmartre à Paris et qui rêve justement d'écrire une grande pièce de théâtre. Évidemment, il se trouve que ses voisins sont des amis artistes qui l'amènent un soir au Moulin Rouge où il va faire la rencontre de Satine, donc qui est jouée par Nicole Kidman et qui est la vedette du célèbre cabaret. Et donc évidemment, ils vont tomber amoureux, va y avoir plusieurs épreuves qui vont mettre à mal leur relation. Est-ce que ça va bien se finir? Est-ce que ça va pas bien se finir? Je vous laisse voir le film pour vous faire votre propre conclusion. En soi, j'aime beaucoup ce film parce que c'est vraiment une histoire d'amour où on passe par toutes les émotions. Enfin, je l'ai vu il y a quelques années, c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement revu depuis, mais je me souviens vraiment que j'étais dans tous mes états quand j'ai vu ce film. Je suis vraiment passée par toutes les émotions. En plus, il y a une alchimie entre les acteurs, les acteurs jouent super bien, et puis je pense que vous vous souvenez de ce que je disais dans l'épisode sur les films d'horreur, où justement, on rentre dans un film quand déjà il y a un scénario qui est incroyable, il y a des acteurs qui jouent super bien, et quand il y a un peu tout le package technique qui est derrière, donc tout ce qui est la musique, les lumières, les décors, les costumes, etc. Bref, tous les ingrédients pour faire un bon film, et donc Moulin Rouge en fait a tous ces ingrédients. C'est pas très surprenant puisque Baz Luhrmann, le réalisateur, est quand même beaucoup habitué à ce type de film, où il y a des histoires d'amour qui sont tragique, oui et non, ça dépend, on va pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a quand même un truc chez Baz Luhrmann, c'est que dans ses films, à chaque fois, au début de ses films, il dit la fin du film. Voilà. Dans tous ses films, il y a ça, enfin en tout cas dans tous les films que j'ai vus, il y a ça, dans Moulin Rouge, dans Roméo et Juliette, même dans Elvis, qui est sorti l'année dernière, il commence le film par la fin, donc en soi, quelque part, ça casse un peu le délire parce qu'on se dit, il commence par la fin, on sait comment ça va se finir. Et je trouve qu'au niveau de l'histoire d'amour, on est un peu moins dedans, en fait, de se dire, est-ce qu'ils vont finir ensemble, est-ce qu'ils vont pas finir ensemble? Parce qu'en fait, on sait dès le départ comment ça se finit. Ça, c'est le seul point que je trouve un peu dommage. Mais ça m'empêche pas d'aimer le film pour ce qu'il est, donc une magnifique épopée, donc au Paris du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, une histoire d'amour qui est juste incroyable, Ewan McGregor que j'adore, franchement que j'adore. Et un scénario qui n'en finit jamais, avec des rebondissements, des scènes plus romantiques. Et puis, Moulin Rouge, c'est aussi une comédie musicale. Voilà, c'est aussi une comédie musicale. Il y a beaucoup de reprises d'artistes que j'adore. Il y a du Elton John, évidemment. Vous vous souvenez de la chanson Lady Marmalade avec Pink et Christina Aguilera notamment. Le fameux « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» C'est ce film, voilà. Si vous le saviez pas, je vous l'apprends. Et au début, il y a une reprise qui est faite par David Bowie et que je trouve juste incroyable.
Il reprend la chanson Nature Boy, donc qui ouvre le film et qui met dans l'ambiance, et en plus sa voix est juste incroyable, donc ça met vraiment dans l'ambiance. Voilà, je me répète, mais franchement, la bande-son, elle est juste incroyable. Il y a vraiment des chansons qui sont incroyables, et ça reste aussi quelque chose qui est inhérent à Baz Luhrmann, c'est qu'il y a énormément de bonnes chansons, de reprises de chansons, de chansons en fait qui sont incroyables. La bande-son, elle est juste top dans ces films, que ce soit dans Moulin Rouge, que ce soit même dans Gatsby le Magnifique, dans Elvis, du coup, logique, puisqu'ils reprennent des chansons d'Elvis Presley, et du coup, aussi dans Roméo et Juliette, dans tous ces films, en fait, il y a une bande-son qui est incroyable, une photographie qui est incroyable. J'aime beaucoup ce réalisateur, justement, pour ces raisons-là. Et donc, ça va me permettre de faire une petite transition rapidement avant de passer aux autres films en parlant de quelques mentions honorables, puisque j'ai name-droppé un peu plusieurs noms de films que Baz Luhrmann a réalisés. Et parmi eux se trouvent aussi d'autres histoires d'amour que j'aime beaucoup et qu'il a mis en scène. Donc notamment Gatsby le Magnifique, donc avec Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire aussi, qui est une adaptation du livre de Scott F. Fitzgerald et qui est aussi incroyable. Et aussi Roméo et Juliette, toujours avec Leonardo DiCaprio, Claire Danes dans le rôle de Juliette, donc en fait c'est Roméo plus Juliette. Et il y a également Paul Rudd aussi dans ce film. Paul Rudd qui est un acteur que j'adore, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute pour jouer dans le MCU aujourd'hui, mais c'est vraiment un acteur que j'adore. Alors c'est pas un rôle où il est drôle en tant que tel comme on peut être habitué aujourd'hui, mais c'est vraiment un rôle dans lequel je l'aime beaucoup, un film que j'aime beaucoup aussi de façon générale. C'est un des films préférés de ma mère, elle pleure toujours quand elle le voit, et j'ai pas pleuré quand je l'ai vu, parce que évidemment c'est pas un spoil, je pense que tout le monde sait comment se termine Roméo et Juliette, voilà, le film ne fait pas exception, je mettrai quand même une petite alerte spoiler, on sait jamais, mais en soi je l'avais vu une fois quand j'étais petite, et je l'ai revu une deuxième fois il y a quelques années, et ça reste aussi une histoire qui est incroyable, ce qui est un peu cassé par le fait qu'apparemment Leonardo DiCaprio et Claire Danes ne pouvaient pas se piffrer sur le tournage et qu'en plus je crois qu'il y avait une petite histoire de différence d'âge. Bref, c'est pas la question, mais dans tous les cas c'est quand même un film que je vous recommande beaucoup, notamment pour tous les talents que j'ai pu énumérer un peu plus tôt, pour la scénographie, la lumière, la musique, les décors, etc. Et aussi pour les histoires d'amour qui nous transportent, voilà, qui nous transportent, on vibre pour les personnages, quelque part on a envie que ça se passe bien pour eux, même si on sait très bien au final comment l'histoire va se terminer. Passons au deuxième film. Et on va déjà commencer un peu à parler des films que je préfère, puisque dans mon classement des films romantiques, ce film-là se dispute la première place avec un autre film dont on va parler un petit peu plus tard. Et donc ce film, c'est Ever After, ou en français, À tout jamais, une histoire de Cendrillon. Voilà, c'est un peu comme Saw et Scream dans mon classement des films d'horreur, si vous vous souvenez quand je vous en avais parlé un petit peu justement dans l'épisode sur les films d'horreur, c'est-à-dire que je sais jamais lequel de ces films est le numéro 1. Ça change en fonction de quand je les regarde, de l'état dans lequel je suis, bref, ça change tout le temps, ce qui est ironique puisque l'actrice principale de ce film n'est autre que Drew Barrymore. Voilà, c'est un film qui est sorti en 1998. Drew Barrymore, qui je le rappelle, a joué dans le premier Scream. Et d'ailleurs, le film est sorti 2 ans après le premier Scream, du coup. Donc voilà, vraiment, tout est lié. Comme son nom l'indique, c'est une adaptation donc de Cendrillon. Cendrillon qui est aussi mon conte préféré de tous les temps. Donc quand je dis que tout est lié, c'est que vraiment tout est lié. Et c'est une adaptation en fait où ils ont transposé l'histoire dans la France du XVIe siècle. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire un peu l'histoire de Cendrillon ? Je ne pense pas. Mais bon, c'est parti, on va faire un petit résumé tout de même, parce qu'on l'a fait jusque-là, et donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour celui-là aussi. Donc, à tout jamais, ça raconte l'histoire de Daniel de Barbarac, donc dont le père se remarie avec la fameuse baronne de Ghent, qui est jouée par Angelica Houston, que j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent pour avoir joué Morticia Adams dans l'adaptation des années 90, il me semble. Et donc cette baronne qui a également 2 filles avec elle, comme les 2 demi-sœurs de Cendrillon. Et donc je suppose que vous doutez de ce qui va se passer. Le père meurt, la belle-mère réduit Daniel en esclavage. Et puis un jour, elle va rencontrer le prince héritier de France, donc le prince Henri. Et donc, je ne vous détaille pas tout ce qui se passe, mais évidemment, ils vont se rencontrer plusieurs fois, ils vont tomber amoureux, va y avoir un bal, il y a une histoire de chaussures, et donc, à la fin, je ne vous dis pas la fin. Je me suis retenue.
Parce que franchement, c'est un film à voir. Voilà, c'est l'un de mes films préférés à ce niveau-là. Parce que bah déjà, non seulement l'histoire me touche, parce que Cendrillon, c'est mon conte préféré que j'adore depuis que je suis toute petite, mais aussi, bah, un peu comme pour les films de Baz Luhrmann, je trouve qu'en fait, que ce film, en fait, a quasiment aucun défaut. Voilà, j'adore l'histoire, les costumes, bah, le fait qu'ils aient mis ça en France au XVIe siècle, ça permet vraiment de s'ancrer encore plus dans la réalité, puisque bah, c'est des choses qui nous parlent en tant que Français, voilà. Et aussi, bah, les personnages sont intéressants, voilà, donc bah, le personnage de Daniel, qui du coup bah, est la réincarnation de Cendrillon, bah, c'est pas une potiche qui va subir toutes les actions du film, elle va se rebeller, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Voilà, à l'époque, on n'avait pas forcément l'habitude de voir des femmes fortes dans ce genre de film ou même dans le cinéma de façon globale. C'est vrai que c'est un peu rafraîchissant. Et puis l'histoire d'amour est quand même bien développée dans ce film, bien plus qu'elle ne l'est. Enfin, je pense notamment du coup à la fameuse adaptation de Disney où bah, on part quand même d'un prince qui reconnaît pas sa princesse à vue d'œil. Enfin, je veux dire, je sais pas, je pense que tout le monde s'est posé cette question. Enfin, peut-être qu'ils l'ont coupé dans le film, mais pourquoi est-ce qu'il a pas donné une description de la dame directement aux personnes qui ont fait le tour du royaume pour faire essayer les chaussures? Ça aurait économisé beaucoup de temps. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Pour revenir à ce que je disais sur le film, je vais pas trop m'étendre dessus non plus, parce que bah... Enfin, je sens que c'est un peu redondant cet épisode parce qu'en soi, j'ai pas énormément beaucoup de choses à dire. Enfin, c'est vrai que du coup, dans l'épisode sur les films d'horreur, puisque j'ai inclus un peu plus de films nuls, enfin, je pouvais un peu me lâcher, je pouvais un peu, enfin, quelque part un peu les défoncer. Là, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ces films, si ce n'est bah, pourquoi est-ce que moi je les adore et pourquoi est-ce que je vous recommande de les voir. Mais dans tous les cas, bah, je vous recommande de voir ce film, du coup, bah, si comme moi vous êtes un fan de Cendrillon, vous aimez bien les adaptations de Cendrillon, vous en avez regardé à l'appel et vous continuez d'en regarder à l'appel, bah en tout cas ce film-là va vous plaire. Et même si en dehors de ça, vous souhaitez juste une histoire d'amour qui est quand même bien construite, mais il n'y a pas que ça, où il y a quand même d'autres scénarios, il y a d'autres intrigues, il y a également du drame, voilà, il y a du suspense, il y a des retournements de situation, et puis il y a des acteurs qui sont franchement incroyables. Franchement, foncez, je pense que vous ne le regretterez pas. Et si vous n'avez pas encore vu ce film, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir. On passe maintenant au troisième film de cette liste. Et quand je vous disais en début d'épisode que cette liste était tout ce qu'il y a de plus random, vous allez vraiment comprendre pourquoi j'ai dit ça avec ce film, mais aussi avec les autres qui vont venir par la suite. Et donc le film dont je voulais parler, bah évidemment c'est Titanic. Voilà, le fameux Titanic réalisé par James Cameron en 1997 avec Leonardo DiCaprio, encore une fois on le retrouve celui-là, et Kate Winslet du coup dans les rôles principaux, mais pas que, mais bon. En général on retient que, donc je vais parler que d'eux également. Encore une fois, je vais encore vous faire un petit résumé, même si je pense que bah, si vous êtes ici et que vous avez plus de 10-15 ans, je pense que vous connaissez l'histoire du film. Si vous l'avez vu ou même si vous l'avez pas vu, je pense que vous savez au moins comment ça se finit. Mais je ne vais pas spoiler quand même, on ne sait jamais. Donc bah, évidemment, ça raconte l'histoire de la première traversée du Titanic, la première traversée de l'Atlantique qui a eu lieu en 1912, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et donc, parmi les passagers, on assiste à la naissance de l'histoire d'amour entre Jack et Rose, qui sont de deux mondes différents, que tout oppose, mais que le destin va réunir de la plus belle et évidemment de la plus tragique des façons. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Parce qu'évidemment, bah... c'est pas un spoiler de dire que le Titanic va couler, hein. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Comment est-ce que ça va se passer? Comment se passe un peu la lutte des classes un petit peu? Bah du coup il faut voir le film pour avoir la réponse. Alors en soi, si je devais être honnête, je dirais que de toute cette sélection, c'est le film que j'aime le moins. Alors, je vous vois venir avec vos grands sabots et vos drapeaux en disant mais c'est pas croyable, comment tu ne peux pas aimer ce film? Alors, je n'ai pas dit que je n'aimais pas. J'aime ce film, il me touche toujours autant. Je me souviens que la première fois que je l'ai regardé, bah évidemment, bah, j'ai pas tout regardé parce que bah il dure quand même 3 heures, hein. Le bousin, faut les tenir les 3 heures. On parle d'Avatar et était 3 heures des 9 heures des 9 heures de montage du troisième film, mais quand on était petit, les 3 heures, il fallait les tenir aussi, hein. Et voilà, ça m'avait beaucoup touchée. Et donc, bah, c'est vrai que depuis, j'ai pu le revoir plusieurs fois. Voilà, donc je reconnais bah, que James Cameron, c'est quand même un bon réalisateur. Voilà, il a quand même réalisé plusieurs films que j'aime beaucoup, dont notamment Aliens.
L'histoire est quand même belle, le scénario est quand même sympa, et encore une fois il y a de beaux décors, il y a une belle photographie. Bon, l'histoire d'amour est un petit peu rushée, faut pas oublier que le Titanic il a coulé en 3 jours. Et même si je l'aime beaucoup, contrairement du coup peut-être à Ever After ou comme à un autre film dont on va parler juste après, c'est pas le genre de film où je vais me dire ah bah tiens, si je me regardais ça pour la 557e fois, voilà, ça reste quand même un film que j'apprécie beaucoup. Je dirais pas que je le regarde continuellement sans me lasser, comme ça peut être le cas avec d'autres films. Ça reste sympa, ça reste évidemment un film que je vous conseille de voir. En plus, en ce moment, il ressort au cinéma justement pour fêter les 25 ans du film. Donc je pense que sur grand écran, ça doit quand même être quelque chose à voir. Au moins pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion dessus. Mais bon, maintenant on va repasser aux choses sérieuses. On va parler du quatrième film de cette liste. Et qui, je pense que vous l'avez compris après le teasing que je vous ai fait, se partage la première place de mon classement sur les films romantiques. Et donc, suspense, roulement de tambour, il s'agit d'Orgueil et Préjugés, et pas n'importe laquelle de ces versions. La version de 2005 de Joe Wright avec Keira Knightley dans le rôle principal. Alors en soi, c'est vrai que j'ai pas encore vu toutes les adaptations d'Orgueil et Préjugés. Je sais qu'il faut notamment que je regarde celle avec Colin Firth ou même celle qui est sortie dans les années 90. Il faut encore que je les regarde et que je me mette à jour. Mais de toutes les versions que j'ai pu voir, j'ai même vu la version zombie, pour vous dire à quel point est-ce que j'adore cette histoire. C'est vraiment le film de 2005, l'adaptation de 2005, qui est vraiment mon adaptation préférée du livre, que j'ai lu également, et qui est donc évidemment l'un de mes films préférés de tous les temps, et en tout cas l'un de mes 2 films romantiques préférés de tous les temps. Bref, Orgueil et Préjugés, de quoi ça parle? Donc ça parle de l'histoire en fait de Monsieur et Madame Bennet, qui d'ailleurs n'ont pas de prénom. Voilà, je crois que Jane Austen ni même personne d'autre ne s'est foulé à leur donner des prénoms. Voilà, donc c'est monsieur et Madame Bennet qui ont 5 filles du coup. Et l'histoire va se centrer sur la deuxième d'entre elles, Elisabeth, qui est un peu à part, on va dire, dans sa famille, puisque là, du coup, où sa mère et ses plus jeunes sœurs pensent notamment à leur trouver des maris pour qu'elles soient riches, parce que la réalité fait que, vu que Monsieur Bennet n'a pas de fils, à sa mort, elles n'hériteront de rien. Voilà, elle cherche un peu à les marier et Elisabeth, elle s'en fiche un petit peu. Voilà, elle n'a pas forcément envie de se marier. Elle a un peu un esprit libre, du coup, un peu à part dans ses fréquentations. Et arrive le jour où un certain Monsieur Bingley arrive dans le voisinage, donc ce Monsieur Bingley qui s'éprend de Jane, donc la sœur aînée d'Elisabeth, et cette dernière qui entre, on va dire, dans une relation un peu d'amour-haine avec le fameux Monsieur Darcy. Voilà, Monsieur Darcy qui, je pense, est un fantasme masculin, l'une des références quand on parle d'amour, si j'en crois beaucoup de mes collègues féminines qui sont si fans de cette version. Et donc Monsieur Darcy qui, quand on le connaît, en fait, est un peu un connard, hein. Voilà, on mâche pas ses mots dans cet épisode. Ça part beaucoup en joute verbale, en affrontement, on va dire, entre les deux sur ce terrain-là. Et évidemment, il y a des événements qui vont les rapprocher, qui vont les éloigner. Encore une fois, c'est ce genre de film où c'est un peu un microcosme d'un certain type de société, puisque là, on parle notamment de la société anglaise, plus campagnarde au niveau du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc ça permet vraiment, en tout cas au niveau de ce film, mais aussi au niveau du livre, ça permet vraiment de se rendre compte de savoir comment est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les règles à l'époque, et ça permet vraiment, quand on a un lecteur ou quand on regarde le film, ça permet vraiment de s'immerger, parce qu'il y a tout plein de petites histoires, encore une fois, qui vont un peu s'entremêler et qui viennent participer à la grande histoire avec un grand H. Et personnellement, je sais que quand je regarde un film, je sais que c'est ce genre de choses qui me plaisent beaucoup, le fait de savoir qu'il y a plusieurs intrigues, le fait qu'on développe des personnages, parce que moi, évidemment, pour qu'une histoire soit bien, pour moi, il faut que les personnages soient développés. C'est un minimum pour qu'on puisse s'attacher à eux. Et je trouve que c'est le cas dans Orgueil et Préjugés, dans le sens où en fait, tous les personnages ne sont pas blancs, ne sont pas noirs. Ils ont des qualités, ils ont des défauts. Et ils font pas comme dans certains films
où on va laisser les défauts sous silence par exemple pour vraiment se concentrer juste sur les qualités. C'est un film qui est extrêmement honnête, donc il montre vraiment les qualités et les défauts de tous les personnages. On adore certains personnages, on peut pas empiffrer d'autres, des fois ça va changer, des fois on a des sentiments complexes. Et bah voilà, moi c'est ce genre d'histoire qui me plaisent, qui me font vibrer. Voilà, c'est pour ça que j'aime ce film depuis le premier visionnage, que c'est un film que je revois très régulièrement avec grand plaisir, que j'ai d'ailleurs montré autour de moi, et tout le monde a eu la même réaction, enfin tout le monde a adoré, donc en soi je suis vraiment contente de ça. Alors oui, c'est un film qui est totalement mièvre, voilà, autant dire ce qui est, mais c'est un film qui est bien réalisé, il y a une bonne histoire, c'est une histoire qui est prenante, il y a des personnages, un scénario, bref, la totale, bref, tout ce qui est intéressant, tout ce qui permet de constituer une bonne histoire, et donc c'est évidemment un film que je vous recommande les yeux fermés si vous souhaitez une histoire sans prise de tête, mais un petit peu quand même, avec des rebondissements, des personnages qui sont intéressants. Et surtout, si vous souhaitez faire votre sac de punchline à sortir à votre moitié, il y en a plein dans ce film, donc allez-y, pour cette raison, les yeux fermés. On passe au 5e film de cette petite sélection, et on change un peu de registre, puisque j'avais quand même envie de vous parler du film Mamma Mia, donc le film de 2008 avec entre autres Meryl Streep et Amanda Seyfried dans les rôles principaux. Et là, c'est vrai que je voulais un peu en parler dans le sens où c'est aussi un film que j'aime beaucoup, même si voilà, je me sens peut-être un peu moins touchée par ce film que je peux l'être par d'autres films. Voilà, c'est un film quand même que j'apprécie beaucoup pour toutes ses qualités, notamment pour les reprises d'Abba qui sont juste incroyables. Et c'est vrai que c'est un peu particulier car à la différence des autres films, les histoires d'amour dans Mamma Mia, c'est pas le cœur principal, on va dire, du film. Mais ça a son importance tout de même dans l'histoire. Donc je voulais quand même en parler parce que moi c'est un film du coup que j'aime beaucoup et qui est aussi beaucoup cité dans certaines des plus belles histoires d'amour qu'on a pu voir au cinéma. Et parce qu'il fallait bien que je vous propose le film le plus feel-good de toute cette liste. Voilà, donc si vous souhaitez une comédie musicale vraiment qui est sans prise de tête, foncez voir Mamma Mia, je pense que vous trouverez ce que vous cherchez. L'histoire du coup c'est celle de Sophie, une jeune femme qui va bientôt se marier avec son fiancé Sky, qui a vécu toute sa vie avec sa mère Donna sur une île grecque et qui n'a jamais connu son père. Et avant de se marier, elle a trouvé le journal de sa mère qui raconte en fait les rencontres qu'elle a eues avec 3 jeunes hommes dans sa jeunesse, à peu près au moment où elle est tombée enceinte de Sophie. Donc Sophie pense légitimement que l'un de ces 3 hommes est son père, et elle va donc les inviter tous les 3 pour tenter de découvrir la vérité et comprendre qui est son père. Donc en soi, la rencontre entre Donna et ces 3 hommes, on la voit dans le 2e film qui est sorti en 2018 et que je n'ai toujours pas vu, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Mais en soi, pour revenir au sujet du premier film, c'est vrai que j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. C'est une histoire vraiment un peu cucu, sans prise de tête. Évidemment, il y a de l'amour, mais c'est pas le sujet vraiment qui est principal. Je pense que du coup, vous avez compris. Je pense que vous savez du coup, si vous avez vu le film, ce que je pense que vous avez fait. Que du coup, on va dire le nerf principal du film, c'est à la fois Sophie qui essaye de retrouver son père et Donna qui du coup, petit spoiler, voilà, qui va se retrouver en fait face à 3 hommes qui ont partagé sa vie et qu'elle aussi va passer par plein de tumultes, notamment par rapport au mariage de sa fille, qu'elle ne comprend pas forcément, et ses sentiments en revoyant les 3 hommes qui ont compté le plus à un moment donné dans sa vie. Voilà, c'est vraiment une histoire sympa, encore une fois, sans prise de tête, garantie 100% happy end. Voilà, il fallait bien que je vous dise qu'au moins il y a une chose qui se termine bien. Je vous ai un peu maintenu le suspense pour les autres films, mais bon, là du coup c'est quand même un film qui est feel good, c'est une comédie musicale sur des chansons de Zaba. Donc franchement, je pense que je perds rien à vous dire que tout est bien qui finit bien, au moins dans ce film. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande si vous souhaitez passer un bon moment, chanter à tue-tête, vous prendre dans toutes ces histoires mièvres à l'eau de rose et s'échapper un petit peu du quotidien. 6e et avant-dernier film de cette liste, et j'avais envie de vous parler de A Star is Born, la version de Bradley Cooper qui est sortie en 2018 avec ce cher Bradley Cooper dans le rôle titre et notre chère Lady Gaga qui est une chanteuse que j'adore depuis le tout début et qui est également une actrice qui est juste phénoménale. Si vous avez jamais vu un film de Lady Gaga en tant qu'actrice, je vous conseille soit ce film, soit House of Gucci parce qu'elle est juste phénoménale dans ces 2 films, voilà.
Je l'adore. Donc, A Star is Born, de quoi ça parle? Ça parle de Jackson, donc, qui est donc un chanteur, qui un jour va découvrir la jeune Ali, qui ne s'est pas encore lancée en tant que chanteuse, mais chez qui il sent peut-être un début de carrière qui est très prometteur. Donc ils vont chanter ensemble, il va un peu la propulser sur le devant de la scène, jusqu'au point où sa notoriété à elle va éclipser sa notoriété à lui. Donc évidemment, ils vont tomber amoureux, ils vont emménager ensemble. Petit spoiler, ils vont se marier, mais plus ça va, plus Jackson en fait va mal vivre quelque part le fait que sa célébrité va en fait le mettre sur le déclin et qu'il quelque part ne vive plus qu'à travers elle. Donc est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que leur amour va tout gagner? Au contraire, est-ce qu'il va tout détruire? Encore une fois, il faudra voir le film pour le savoir. Pour parler un peu plus de ce que j'ai ressenti face au film, alors déjà c'est le seul film de cette liste où je me souviens très bien de la première fois que je l'ai vu, puisque je l'ai vu la première semaine de sa sortie au cinéma. Je me rappelle qu'en plus je venais de passer le code et que je me suis dit après, tiens, si on allait au cinéma voir un petit film sympa. Et je me souviens que j'étais toute chamboulée quand je suis sortie du film. En soi, je m'attendais pas à ça parce que je connaissais pas du tout l'histoire. J'avais jamais vu aucune des 3 premières adaptations de Star is Born, que je n'ai encore jamais vue du coup. Et c'est vraiment un film qui m'a fait ressentir beaucoup de choses. J'étais vraiment dedans, déjà parce que l'acting est au top. Les chansons aussi sont incroyables. Voilà, je suis vraiment passée par tous les états en regardant ce film. Et c'est vrai qu'il laisse un peu son impression. Alors depuis, c'est vrai que je l'ai jamais revu. Mais voilà, je sais que des fois, ça m'arrive d'en parler avec des personnes qui l'ont vu. Et même si évidemment, je me rappelle pas de tout, je me rappelle d'énormément de choses de ce film. Et c'est vrai que c'est un film qui est intéressant parce que en soi c'est quelque chose, le fait de voir un peu une histoire d'amour sur le déclin, le fait de voir 2 personnes qui soient assez célèbres, d'être dans ce genre de contexte, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent au cinéma, donc en soi c'est assez rafraîchissant. Et c'est intéressant de se dire d'être un peu dans l'intimité d'un couple et de se dire comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils vont communiquer? Est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Est-ce que leur amour vraiment va surmonter? Pour des personnes qui sont romantiques, de se dire il faut que l'amour arrive à surmonter, c'est pas possible, il faut qu'ils arrivent à trouver une solution. Sauf que des fois l'amour ce n'est pas suffisant. Voilà, il faut d'autres choses pour que ça fonctionne. Et je pense que c'est un film en fait qui le montre bien, qui montre le fait que l'amour c'est pas que des bonbons, des roses et des paillettes, mais ça peut être aussi des moments qui sont compliqués. Ou parfois même l'amour que notre partenaire ou que les autres nous portent ne semble pas assez suffisant, et donc dans ces cas-là, il faut trouver d'autres choses, il faut savoir quoi faire pour se sortir de cette situation et pour travailler, pour arriver à surmonter les difficultés. Donc c'est un très beau film, très émouvant. Je sais que j'ai pleuré à la fin, sans vous spoiler la fin, j'ai beaucoup pleuré en regardant ce film. Je le regarderai peut-être un jour, je pense que je le regarderai de nouveau dans quelques temps, donc avec grand plaisir. Et vraiment, je vous conseille de regarder ce film rien que pour entendre la voix de Lady Gaga quand elle chante, c'est juste incroyable. Et quitte à continuer sur des films poignants, pourquoi est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec le dernier film de cette sélection qui est en plus le film le plus vieux de cette sélection, puisqu'on va parler de Ghost. Le fameux film donc qui est sorti en 1998 avec ce cher Patrick Swayze, évidemment que tout le monde se rappelle dans Dirty Dancing, on ne laisse pas bébé dans un coin, voilà, fallait que je la sorte, mais aussi du coup avec Demi Moore et Whoopi Goldberg, qui est juste incroyable, franchement j'adore cette actrice, et qui est donc l'histoire d'un jeune couple, Sam et Molly, qui sont heureux, qui sont ensemble, même si elle a un peu du mal à supporter que lorsqu'elle lui dit je t'aime, il fasse que de répondre idem. Voilà, j'ai pas vu depuis des années, mais ça je m'en rappellerai toujours. C'est un peu ce genre de détail qui reste avec nous pour toujours, qu'on n'arrive pas à se défaire. Mais malheureusement, et ça c'est pas un spoiler puisque c'est littéralement dans le synopsis Wikipédia du film, ils font une soirée ensemble, en rentrant chez eux, ils sont agressés, Sam se fait tirer dessus et meurt. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il est devenu un fantôme. Et donc cela va lui permettre quelque part d'enquêter sur les circonstances de sa mort et les raisons en fait qui ont poussé cette personne à le tuer, tout ce qui s'est passé autour, voilà, sans vraiment rentrer dans les détails, tout en gardant un œil sur Molly, qui est évidemment devenue une cible de choix pour les personnes qui s'en sont pris à lui et qui a bien du mal à se remettre de la mort de l'homme qu'elle aime. Donc évidemment, quand on parle de Ghost, on pense à plusieurs choses en particulier, la scène de la poterie,
Whoopi Goldberg qui est fidèle à elle-même et qui est franchement incroyable. Et on pense également à la chanson Unchained Melody qui est en fond sur plusieurs scènes du film, enfin en tout cas sur les scènes les plus marquantes, et qui est quand même une belle chanson et qui, j'imagine, a servi pour beaucoup d'ouvertures de bal. Donc c'est vrai que du coup, ce film, donc Ghost, c'est un peu un film qui est aussi à part dans cette liste, et je pense aussi un peu dans la plupart des histoires d'amour, parce que en soi, de mémoire, il me semble que y a même pas 15-20 minutes qui se passent, allez, une demi-heure grand max avant que Sam se fasse tuer. Et donc, quelque part, on sait d'emblée que l'histoire d'amour, quelque part, ne va pas bien se finir. Et évidemment, c'est une grande partie du film, l'histoire d'amour, c'est une grande partie du film, mais bon, c'est aussi un film qui est assez policier par rapport à l'enquête que Sam, avec plusieurs personnes, va faire pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est également un très beau film sur le deuil, puisque on suit également beaucoup le personnage de Molly qui essaye justement de se remettre de cette tragédie, et on va la voir quelque part traverser toutes les étapes du deuil, remonter la pente, du coup jusqu'à la fin du film, qu'encore une fois je ne vous dévoilerai pas. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ça fait quelques temps que je l'ai pas revu. Évidemment, je me souviens de beaucoup de détails parce que j'ai du mal à oublier quand il s'agit de regarder des films. Et je me souviens par contre que je l'ai beaucoup vu quand j'étais petite, notamment avec ma belle-mère et mes demi-sœurs notamment. Et je me souviens qu'au début, vu que l'histoire d'amour se termine un peu mal, j'aurais limite pu le mettre dans l'épisode des films d'horreur, celle-là. C'est vrai que j'aimais pas trop ce film parce que même s'il me touchait et même si je pleurais à chaque fois que je le voyais, en soi, moi, j'étais encore plus une romantique que je le suis maintenant, un peu moins réaliste, un peu plus naïve. Moi, j'avais du mal à imaginer qu'il y ait un film où justement les histoires d'amour ne se terminent pas bien, qu'elles se terminent mal. Et c'est en grandissant que vraiment, je me suis rendu compte en fait de toute la beauté de ce film qui va un peu comme A Star is Born en fait, traite d'une histoire d'amour sous toutes ses angles, dont on voit des bons, des mauvais moments, des moments un peu plus sexy que d'autres, des moments tragiques, et une histoire vraiment qui n'arrête pas. C'est un film que je recommande car même si c'est un film triste, c'est aussi un très beau film avec une très bonne bande-son, évidemment des acteurs qui sont quand même qui sont incroyables, encore une fois, qui jouent très bien, avec des personnages qui sont bien développés et une histoire qui est intéressante. Et surtout, n'hésitez pas à bien prévoir votre boîte de mouchoirs à côté de vous quand vous regardez ou vous regarderez le film. Et un conseil, prévoyez-vous du contenu drôle après parce que je pense que vous serez pas forcément bien après avoir terminé de regarder le film. Et donc ça y est, on y est, c'était la fin de cette petite sélection. Donc encore une fois, c'est une sélection qui est pas trop exhaustive, voilà, c'est mes goûts personnels, c'est les films que moi j'adore et que je considère comme étant de très beaux films d'amour. Il y en a plein d'autres dont je n'ai pas parlé, mais bon, fallait bien que cet épisode soit court. Là on est déjà quasiment à 40 minutes, donc pour le cours on va repasser. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager avec vous les films d'amour que je préfère, vous en parler un peu plus, vous dire pourquoi est-ce que je les aime, même si j'ai un peu l'impression que des fois j'ai été assez redondante. Ouais, surtout n'hésitez pas à me partager, vous, que ce soit sur Instagram, que ce soit en avis, quels sont justement vos films d'amour préférés, les films que vous regardez sans hésiter pour la Saint-Valentin ou même pour toute autre occasion. Ça me ferait très plaisir justement d'en discuter avec vous et qui sait, peut-être que vous me ferez découvrir des films que je ne connais pas encore. Et dans ce cas-là, ce sera avec grand plaisir. Je me permets de le rappeler comme à peu près à chaque fin d'épisode, mais si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à vous abonner sur YouTube ou sur toutes les plateformes que vous pouvez, votre plateforme d'écoute préférée, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à laisser un avis, à me laisser un message sur Instagram pour me partager votre avis, votre témoignage, vos suggestions si vous en avez, ça me ferait très plaisir de pouvoir concocter les prochains épisodes en fonction de vos recommandations et de vos idées, comme j'ai déjà pu le faire à quelques reprises. Notamment pour clôturer sur le sujet, on arrive à la fin du coup des 2 épisodes spécial bande-annonce de la saison 3 qui arrive maintenant dans 3 petites semaines. On va repartir pour une nouvelle année de podcasts, d'interviews, de découvertes sur le monde du mariage avec tous les changements que je vous ai présentés depuis l'épisode du mois dernier. Le tout pour qu'on puisse passer une très belle année ensemble. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vais vous laisser vaquer à votre journée, à votre semaine. Je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin pour tous les couples et pour toutes les personnes qui la fêtent, parce que la Saint-Valentin, ce n'est pas que la fête des couples, mais c'est aussi la fête de l'amour de façon générale. Donc n'hésitez pas,
que ce soit pendant la Saint-Valentin, mais même de façon quotidienne, à rappeler vraiment à vos proches que vous les aimez, à passer du temps avec eux. Des fois, c'est pas toujours facile, voilà, la vie c'est aussi compliqué, ça peut pas toujours être simple malheureusement. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de chaque instant avec les personnes qu'on aime. Donc prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans 3 semaines pour le lancement officiel de la saison 3 du podcast. À très vite.